comme est précité le Mozambique et l'Angola. Donc je peux vous dire tout ce qui se fait dans cet espace aussi. Donc aujourd'hui, j'ai demandé à nos éminents panélistes de faire une brève présentation de leur organisme respectif, de nous présenter leur programme de soutien à l'entrepreneuriat des jeunes et surtout des femmes en Afrique, parce que quand on parle d'entrepreneuriat en Afrique, c'est rare qu'on discute de l'entrepreneuriat masculin. On parle de l'entrepreneuriat féminin et du Women Economic Empowerment, le renforcement des capacités des femmes, parce que souvent les femmes n'ont pas accès aux fonciers, n'ont pas accès au crédit, elles sont désavantagées par rapport, n'est-ce pas, aux garçons. Et ça, il faut lutter contre cet état d'esprit. Il y a également la question relative à l'intérêt de leurs organismes respectifs pour l'Afrique francophone. Qu'est-ce qu'ils font dans cet espace francophone? Et peut-être qu'ils peuvent nous dire quelles sont leurs expériences avec les différents organismes qui sont présents ici. Et on va terminer en leur demandant de nous formuler des recommandations à partir de leur expérience respective de terrain. Voilà les termes de référence que nous avons fixés à nos amis. J'espère que vous allez apprécier leur présentation et surtout je voudrais qu'on donne à la salle l'opportunité d'interagir aussi avec le plateau, le très beau plateau qui est là, avec des remerciements anticipés à tout le monde. Alors je ne sais pas, tout à l'heure on faisait un peu comprendre un café, il y a une dame qui a dit les femmes d'abord. J'ai dit on lutte pour la parité entre les femmes et les hommes, et je ne sais pas pourquoi il faut toujours dire la femme d'abord. Pourquoi pas les garçons? Je voulais la provoquer un peu. Alors je vois ici sur ma liste le premier intervenant, c'est M. Modibo Traoré qui va remplacer M. Bouama. Haruna, M. Modibo Traoré est directeur du programme jeunesse de la Conférence. Je vais respecter cet ordre-là, avec l'excuse aussi de nos sœurs. Donc on va suivre le programme tel qu'il vous a été communiqué. Donc Modibo, vous êtes bienvenu, avec vos applaudissements s'il vous plaît. Merci, monsieur le modérateur. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je voudrais, au nom de monsieur le secrétaire général de la Confédération, monsieur Bourama Adéakouma, remercier les organisateurs pour cette occasion de offrir à la Confédération de parler de son expérience dans le cadre de l'entrepreneuriat en ce qui concerne les jeunes et les femmes. C'est le lieu d'adresser les remerciements de l'institution à monsieur le directeur de la francophonie, de l'Observatoire de la francophonie économique, le frère Waïm Gabat, et à monsieur Clément Gien, que monsieur le secrétaire général tient à remercier particulièrement pour cette invitation offerte à l'institution. Pour ce qui concerne notre présentation, elle va s'articuler autour d'un certain nombre de points. Je vous ferai un peu l'économie de certaines présentations concernant la Confédération, qui est la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, avec 43 États et gouvernements membres. Quelles sont les initiatives de la Confédération dans le domaine de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes dans les États et gouvernements membres? Les bilans, les défis et les recommandations. Nous allons, comme je le disais tout à l'heure, avec un plan de présentation, vous présenter la Confédération, bref, la stratégie, les résultats, les impacts, les défis, l'intérêt de la Confédération pour l'Afrique et l'espace francophone et, comme le disait tout à l'heure M. le modérateur, faire quelques recommandations. En bref, la Confédération est l'une des deux conférences ministérielles de la francophonie. L'autre conférence est, bien entendu, la conférence. Elle couvre certaines zones géographiques. Je vous disais tout à l'heure que nous avons 43 États et gouvernements. Vous avez des zones géographiques. Quelques points
Histoire, parce que nous avons fêté l'année dernière les 50 ans de l'institution. Elle a été créée en 1969 à Paris. Et en 2019, nous avons célébré le 50e de la conférence. Les objectifs, de façon rapide, c'est de conseiller à appuyer les états de gouvernement, de former des formateurs dans les domaines, encourager les initiatives d'insertion socio-économique proposées par les jeunes, encourager le développement de la vie associative, contribuer au développement et à la formation d'une élite sportive en Afrique, et encourager des rencontres sportives. Les principes directeurs, c'est une approche institutionnelle, la discrimination positive, le développement des approches de recherche et d'action, l'appui au renforcement des capacités nationales, la gestion axée sur les résultats à la gare et l'harmonisation des interventions. La conférence, c'est 3 programmes essentiels. Le programme 1, la gouvernance et action stratégique, le programme 2, sport et le programme 3, jeunesse. La conférence est l'entrepreneuriat. Sa consolidation institutionnelle progressive a engendré des décisions stratégiques et des actions majeures qui ont permis la montée en puissance de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Vous avez la date d'histoire. Nous avons voulu commencer par la date la plus récente, qui est en 2013 la création du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Pour ceux qui ont eu à visiter le stand de la conférence, il s'agit du Belge. En 2011, avant, nous avons eu la Confégesse qui a actualisé son appellation. 2009, la gare. 2005, la Confégesse a acquis le statut de conférence ministérielle permanente de la francophonie. En 1999, elle était reconnue comme lieu de référence et d'avis en matière d'appui multilatéral à l'appui des actions de jeunesse et des sports. En 1998, nous avons eu la création du Fonds d'insertion des jeunes, le FIFMAS, avec qui nous avons le PPEJ et le FIFMAS. La création d'un fonds d'insertion pour les jeunes, le FIJ, en 1994, en 1992, la création du fonds jeune emploi, etc. Donc jusqu'en 1969 avec la création de la conférence. Notre stratégie est bâtie sur une stratégie qui met en œuvre des sources et des financements et démarches des pratiques et des organisations des acteurs nationaux. La conférence, en parlant maintenant de ce que nous faisons dans le domaine de l'entrepreneuriat, nous avons 2 outils principaux: le programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et le fonds d'insertion des jeunes par la fabrication de matériel d'animation sportive. Le PPEJ a pour objectif de favoriser la participation active des jeunes au processus de développement socio-économique de leur pays. Les missions: promouvoir l'esprit d'entreprise chez les jeunes, soutenir des initiatives pilotes dans le domaine de l'insertion sociale et économique des jeunes et susciter des dynamiques locales, régionales et nationales pour mettre à la disposition des jeunes porteurs de projets les conseils techniques et le soutien institutionnel nécessaires à leur réussite. Et le FIFMAS, qui est le deuxième outil, c'est de contribuer à l'auto-emploi par la création de micro-entreprises spécialisées dans la fabrication et la commercialisation de matériel sportif. Nous avons des actions que nous appelons actions jeunesse, sport et citoyenneté, au cours desquelles nous formons des jeunes à la fabrication de matériel sportif, maillots, ballons, filets. Et vous avez des jeunes qui sont dans des pays qui se sont installés et qui aujourd'hui approvisionnent et les clubs et les écoles de leurs différents pays en maillot, en ballon et en filet. La démarche de la conférence est la suivante: c'est de permettre d'être autonome aux jeunes hommes et jeunes femmes, de prendre une part active au développement socio-économique de son pays et de s'ouvrir au monde et de sa famille. Pour la conférence, entreprendre, c'est un droit constitutionnel, la liberté d'entreprendre. Un devoir citoyen par la contribution à la création de la richesse, une reconnaissance sociale, un statut social valorisant, et une responsabilité professionnelle qui s'exerce avec autorité dans le domaine du management. Vous avez, dans le cadre de ces différents outils, vous avez une formation, action sur mesure pour développer les compétences des encadreurs et surtout donner confiance aux jeunes, parce que dans chaque pays, nous avons ce que nous appelons les coordonnateurs ou les coordonnatrices du PPEJ. Ils sont ceux qui représentent le PPEJ au niveau des ministères chargés de la jeunesse des différents pays.
Nous avons un financement pour permettre le passage à l'action. Chaque année, 10 projets par pays parviennent à la Confédération, qui a un comité technique international qui sélectionne les meilleurs projets pour financement. Nous avons un suivi avec le principe du système de financement incitatif pour mieux motiver. Les jeunes financés cette année reçoivent l'année prochaine sur leur demande 25% du montant acquis. Un environnement d'apprentissage continue par la mise à disposition de ressources documentaires. Si vous passez au stand de la Confédération, vous allez voir les différents guides qui sont aujourd'hui d'actualité pour la formation des jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Parce que les projets de la Confédération sont présentés selon un modèle, un plan d'affaires qui est propre à la Confédération. La Confédération a mis en place des dispositifs d'encadrement, de sélection et de suivi, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Vous avez le comité technique, vous avez une équipe de coordination au niveau national, vous avez les coordinateurs, les coordinatrices, vous avez une commission nationale de suivi et de soutien, vous avez un réseau national des jeunes entrepreneurs. Le Maroc a une présidente qui est là, Madame Zélia, qui nous a facilité beaucoup la tâche dans le cadre de l'organisation de cette session. Nous avons des partenaires avec des décideurs d'exercice, la INF, l'IFE, l'Université Senghor dans l'Estrangerie, la Confémène, la UF, et vous avez vu sur la banderole de la Confédération, la Wallonie-Bruxelles, qui nous a permis effectivement de faire le déplacement de Rabat avec des jeunes entrepreneurs, dont une ici est lauréate du prix Jeune Entrepreneur francophone, Mme Aïssa. Les résultats, parce que c'est vrai que nous avons des activités, mais cela est soutenu par des résultats probants que nous avons. Depuis 1989, la Confédération a financé 1909 projets entraînant la création de 5822 emplois, avec un coût de plus de 2 milliards, etc., au profit des pays membres d'Afrique subsaharienne, du Maghreb, de l'océan Indien et d'Haïti. Le nombre de femmes en croissance, ce qui est en soi un succès pour nous, outre les projets financés par la Confédération, des milliers de jeunes qui ont créé leurs propres entreprises grâce aux formations de la Confédération. Nous avons des jeunes qui ont été formés, qui n'ont pas bénéficié des financements de la Confédération, mais qui eux-mêmes, à travers des dispositifs souvent au niveau national, ou des initiatives propres, ont eu à pouvoir faire démarrer leurs projets, et ce sont des projets qui aujourd'hui sont des projets viables. Vous avez des figures sur des projets financés par pays, etc. Les impacts. La Confédération, à travers le PPG et le FIMA, cherche à produire un effet de levier. Cet effet de levier est à deux niveaux. D'une part, vous avez le développement d'une politique entrepreneuriale ou l'intégration de l'entrepreneuriat des jeunes dans la politique nationale de jeunesse et des sports. Notre souhait, c'est que les pays, dans le cadre de l'élaboration de leur politique nationale de jeunesse et des sports, prennent en compte la dimension entrepreneuriale. D'autre part, c'est de faire émerger une culture entrepreneuriale chez les jeunes du fait de l'exemplarité des succès des promoteurs. Nous avons toujours souhaité que dans les pays, au niveau scolaire, que l'entrepreneuriat soit une donnée. Le PPEJ, par exemple, prend en compte l'âge de 16 à 35 ans. La formation, c'est de 16 à 35 ans, mais le financement ne commence qu'à partir de 18 ans. À 16 ans, les jeunes sont formés, mais les financements, les jeunes ne peuvent les recevoir que si vous avez 18 ans, de 18 à 35 ans. Dans certains États et gouvernements, elle a contribué significativement à l'émergence de la culture entrepreneuriale chez les jeunes. L'amélioration du système du financement et de l'accompagnement des projets au profit des jeunes. Vous avez une hausse soutenue du nombre de dispositifs, l'évolution stable du nombre de dispositifs pilotes, l'augmentation du nombre de projets et l'élargissement des missions de promotion sociale des jeunes des ministères de la jeunesse à celle de la promotion économique. Les impacts encore, vous avez dans des pays, parce que c'était ça d'abord l'objectif quand la Confédération mettait en place les programmes d'insertion des jeunes, c'était de permettre au pays de prendre le relais. Et c'est pourquoi ça, dans certains pays, vous avez les agences nationales pour l'emploi, les fonds nationaux de promotion des jeunes. Et à travers les FIFMAS, la Confédération a fait le choix d'accompagner les pays dans la définition des mécanismes nationaux pérennes de financement et d'accompagnement.
vous avez l'évolution des dispositifs au niveau national. Les défis, c'est de renforcer l'attractivité de la langue française comme outil de créativité, de création de la valeur d'altérité et de vivre ensemble. L'intérêt de la Conférence pour l'Afrique et l'espace francophone est de faire de l'augmentation démographique en Afrique un avantage comparatif en faisant de la jeunesse du continent un atout gagnant du XXIe siècle. Il faut noter que le chômage et le développement des jeunes de plus en plus diplômés sont de nature à susciter des troubles sociaux importants au sein de nos pays. Dans un contexte de crise récurrente, la Conférence fait de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes une démarche pédagogique de socialisation et de développement de la citoyenneté. Pour quelques recommandations, pour libérer le potentiel entrepreneurial des jeunes et des femmes et pour faire de l'entrepreneuriat un moteur de croissance économique et d'inclusion sociale et professionnelle en Afrique francophone, nous recommandons ce qui suit de façon non exhaustive. Intégrer l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes dans les politiques nationales, développer des écosystèmes d'incubation, faciliter l'accès au financement et au foncier pour l'installation, nous sommes rendus compte que c'est souvent des difficultés, développer la recherche et la formation au service des micro-entreprises, nous sommes contents que cette conférence se tienne dans un institut de renommée, favoriser le partage de bonnes pratiques. Enfin, en conclusion, vous avez la francophonie à travers sa stratégie économique, sa stratégie jeunesse, adoptée lors du 15e sommet de Dakar, a réaffirmé sa volonté, celle des États membres, à accroître l'insertion sociale et économique des jeunes à travers la lutte contre le chômage et l'autorité. Aussi, la francophonie mobilisera ses réseaux pour renforcer l'offre de formation professionnelle adaptée à l'emploi et accompagner l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, en particulier dans le secteur des énergies vertes, des innovations numériques, la création artistique et culturelle, de l'économie sociale et solidaire et pour un passage à l'avenir de l'économie informelle à l'économie formelle. Aujourd'hui, la Conférence veut rendre sa performance durable. C'est pourquoi nous sommes présents parmi vous pour échanger et co-construire des perspectives au bénéfice des jeunes et des femmes. Je vous remercie de votre attention. Oui, je voudrais terminer en présentant les deux jeunes Marocains aussi qui sont avec nous et qui participent également au salon. Najib Michel et Adnan El Bakali. Et nous sommes accompagnés également par notre assistante de communication parce que nous voulons une certaine visibilité de toute cette activité, de toute cette conférence. Michel qui est là, camerounaise, que nous saluons. Merci. Merci infiniment. Je pense que tout le monde est édifié sur les actions menées sur le terrain par la Conférence. Je crois que vos actions vont contribuer à retenir la jeunesse olympique et de lutter contre la fuite des cerveaux. Donc voilà quelque chose de très important. Et je pense que la jeunesse ici présente est bien représentée, a pris bonne note des différentes actions que vous menez sur le terrain et les recommandations que vous avez formulées. Donc sans plus tarder, permettez-moi d'appeler Madame Dr Ilham Brada, professeure à l'Université Mohamed V, pour nous éclairer. Elle a également une présentation par vous. Vous avez la parole. Sur vos applaudissements. Monsieur le Président de la session, Mesdames et Messieurs, donc j'ai le grand honneur de vous présenter un peu et de partager avec vous l'expérience que nous avons développée au fil des années au sein de l'Université Mohamed V. Et je saisis cette occasion pour vous souhaiter la bienvenue chez nous. Et j'espère que déjà le cadre qui a été mis à votre disposition est suffisamment agréable pour concrétiser les différentes recommandations qui vont émaner de cette table ronde. Alors, tout d'abord, on nous a demandé de nous présenter. Donc, je suis un produit de la francophonie parce que je suis lauréate de l'université de Montréal, où j'ai eu le plaisir de bénéficier de la bourse de la francophonie. Et donc, j'ai pu
faire mes études postgraduées en informatique et en recherche opérationnelle à l'Université de Montréal. Donc depuis 1992, et grâce au financement et au réseau développé de la francophonie, j'ai réussi à mettre en place plusieurs actions, à savoir le développement de centres de formation continue selon une ingénierie par compétences au service du milieu socio-économique. J'ai eu également le privilège d'avoir plusieurs financements pour asseoir tout ce qui est développement de cours en ligne, donc tout ce qui est ingénierie de pédagogie numérique. J'ai eu également le privilège d'occuper pendant 8 ans le poste de vice-présidente aux affaires académiques au sein de cette université. Et à l'occasion, on a pu mettre en place notre beau projet Camp Employabilité au sein de la francophonie avec nos amis de l'Université de Montréal. Et actuellement, je suis expert en réforme, expert international en réforme du système de l'enseignement supérieur. Excusez ma déformation professionnelle, donc je ne peux pas m'empêcher de présenter quelques chiffres, pour situer un peu le contexte dans lequel on se trouve, à savoir la problématique de notre économie et socio-démographique, et souligner un peu les derniers chiffres parus dans le dernier rapport du ministère du Travail et de l'Insertion professionnelle sur le marché du travail en 2018 et qui souligne le taux de croissance en baisse de 1,1% et avec l'évolution socio-démographique de la population active de plus de 7,3%. Concernant l'offre de travail, malheureusement, là aussi, c'est une baisse du taux d'activité de 46% avec un taux d'employabilité qui est à peine de 41,7%. Pour ce qui est de la demande de travail, la tendance là aussi elle est baissière avec un taux d'emploi de 3,4% depuis 2010 à 2018. Et malgré tous les efforts de création d'emplois qui restent encore des emplois de services et au niveau de l'agriculture de 35%. Et je terminerai par l'axe qui nous réunit aujourd'hui, à savoir le volet employabilité et insertion professionnelle. Il y a une volonté, une promotion de l'emploi des salariés avec la problématique de l'amélioration de l'employabilité et l'encouragement à l'auto-emploi. Donc je souligne bien sûr les différentes initiatives IDMAJ, TAHIL, TAHFIZ et l'auto-emploi pour appuyer le secteur informel. Et comme vous voyez, je complète ces chiffres par la dernière cartographie du chômage à l'échelle nationale publiée par le Haut Commissariat au Plan. Et comme vous voyez, on a 40,8% de chômeurs qui sont détenteurs d'un diplôme supérieur, dont la majorité sont une majorité des citadins de Montréal. Et de développer des programmes conjoints en formation continue pour nos enseignants-chercheurs et surtout de soutenir les services d'orientation parce qu'on pense que l'employabilité ne commence pas, c'est-à-dire en fin de parcours de la formation, mais bien en amont, c'est-à-dire de travailler l'orientation bien en amont de la formation. Voilà, et donc je vous remercie pour votre aimable. Merci mille fois, professeur. C'était pas pour vous importuner, mais parce que je manque d'un outil de travail. Donc je demande à la régie si c'est possible de nous amener un micro à la main. Ça m'évitera de me lever et ça m'évitera aussi de donner cette impression comme quoi je fais un peu de la façon. C'est pas l'objectif. En tout cas, votre présentation, madame le professeur, est très riche, très profonde. Elle nous a permis de découvrir l'ensemble des actions communes de l'université Mohamed V. Moi, je voulais juste, après peut-être vous pouvez répondre à la question, pour voir un peu, est-ce qu'il y a une coopération sud-sud avec les autres universités? Est-ce qu'il y a
des facilités de communication à travers les visioconférences, n'est-ce pas, avec les autres universités et surtout avec l'université qui m'est très chère, elle est basée à Dakar, c'est l'université virtuelle du Sénégal à laquelle j'ai apporté un grand concours financier. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites et je pense que ça va être très utile et surtout si votre présentation est mise à la disposition de tous les participants, je pense qu'ils peuvent revenir là-dessus. Donc, mille merci encore une fois pour la qualité de votre présentation et à l'université pour tout ce qu'elle fait. Je termine pour dire aussi que quand j'étais de l'autre côté, en tant que bailleur de fonds, on a toujours regretté le manque d'interaction entre les universités et le secteur privé. Parce que souvent, on reproche à l'université de former des gens qui vont être chômeurs demain, alors que c'est un investissement terrible qui est fait par les parents, par l'étudiant lui-même, par nos États, n'est-ce pas? Et si cette formation n'est pas adéquate par rapport aux besoins du marché, ben forcément, il va y avoir un problème. Donc, comment rapprocher le monde de l'entreprise, de le monde universitaire, les chercheurs avec les entreprises qui ont besoin aussi qu'on renforce leur capacité. Et je crois que les étudiants constituent un réservoir énorme, n'est-ce pas, de partage et de renforcement des capacités, surtout de la TPE et de la PME que nous avons, pour lesquelles des mécanismes de financement sont en train d'être mis en place, surtout suite au discours de Sa Majesté qui met en place des financements adaptés, n'est-ce pas, à la jeunesse pour supporter financièrement tous les jeunes porteurs de projets. Et je pense que l'université constitue une pépinière où vous avez ces porteurs de projets que nous sommes prêts à encourager, à supporter. Donc sans plus tarder, je voudrais inviter M. Chakraoui Fatous, qui est conseiller du service d'accompagnement aux entrepreneurs, développement international. Je crois que c'est à la Banque des Jardins. Ou bien juste des jardins au Québec, expliquez-moi, parce que j'avais peur de commettre une bêtise parce qu'il y a la Banque des Jardins. La Banque des Jardins, comme vous le savez, c'est l'équivalent de la Banque Centrale Populaire. Donc c'est une sorte, n'est-ce pas, de société de banque de proximité qui soutient surtout la partie de la population la plus vulnérable, etc. J'espère que je ne me trompe pas en faisant cette déclaration. S'il vous plaît. Merci. Alors merci. Merci. C'est une invitation pour M. Vervet. Moi j'ai pris des notes pensant qu'il y aurait une table ronde et qu'on aura des échanges. Alors j'ai préparé ma présentation, elle est disponible maintenant. Alors je m'engage auprès des organisateurs de la transmettre pour pouvoir partager un petit peu le propos. Voilà, non, c'est bon. Alors, ça ne va pas bouger, ça va rester tout le long. Ça, vous êtes sûr de vous orienter un petit peu le regard vers moi. Alors, mon nom est Chakraoui Fatous, je suis d'origine marocaine, je suis pays d'adoption sur le Québec au Canada. Je travaille pour en fait, le mouvement des Jardins, qui n'est pas une banque. C'est très important pour les membres des Jardins d'apporter cette précision. On parle de membres, on a aussi des clients, mais c'est une coopérative financière. En fait, c'est le premier groupe coopératif financier au Canada, le 6e au monde. Et Développement international des Jardins, c'est une ONG qui est un petit peu sous le chapeau du mouvement des Jardins, qui compte plusieurs unités. Et dont le mandat, c'est de partager justement l'expertise de Desjardins à l'échelle internationale avec les pays en développement et les pays émergents. Des idées à 50 ans cette année, c'est un petit peu comme la francophonie. Et j'ai découvert dans l'histoire de DID que les premières initiatives d'échange ont commencé avec les pays d'Afrique francophone pour aider ces pays-là à structurer ce que Desjardins a réussi à structurer en Amérique du Nord, c'est-à-dire un mouvement de coopérative financière qui sert ses membres et qui travaille sur l'inclusion financière. Développement international des Jardins compte une centaine d'employés. On a à peu près le quart qui sont installés dans les pays où on intervient. Et le reste sont au siège et interviennent un petit peu de façon ponctuelle à travers les projets qu'on a. L'objectif que poursuit le développement international des Jardins, en fait, la formulation est très simple, c'est de favoriser l'accès à des services financiers adaptés, abordables et de qualité. De qualité aujourd'hui, c'est extrêmement aussi la dimension de la sécurité qui est extrêmement importante. On a deux ambitions à travers toutes les interventions qu'on mène.
La première, c'est d'accompagner les institutions financières, les institutions aussi de microfinance, dans leur mission d'inclusion financière et par ricochet, de lutte à la pauvreté. Donc, toute la professionnalisation des institutions de microfinance ou aider les institutions financières, dans le fond, à mieux servir les populations, c'est vraiment la première ambition sur laquelle on travaille. La deuxième, c'est promouvoir l'égalité des genres et l'inclusion des jeunes. Et donc, c'est de faire de ce développement-là qui soit le plus inclusif possible. Nos interventions en matière d'entrepreneuriat, en fait, nos interventions de façon générale reposent sur 3 leviers. On a un levier, que je dirais, d'expertise conseil. Alors, ça nous permet d'avoir un pool de compétences qui sont disponibles pour intervenir dans les portefeuilles de projets qu'on a à travers les pays émergents et les pays en développement. Ça touche l'autonomisation des femmes, les jeunes. L'entrepreneuriat, évidemment, c'est vraiment au cœur de ce qu'on fait, le développement rural, le développement agricole. Et évidemment, à travers aussi le secteur privé, sa contribution à la lutte au changement climatique. En tout et pour tout, depuis la création de DID, ce volet d'expertise conseil nous a amené à intervenir dans 65 pays. On compte plus de 500 interventions des mandats de moyen et long terme. Donc ça, c'est le premier levier sur lequel DID intervient. Le deuxième, c'est un levier d'investissement. On dispose de 2 fonds, un fonds de partenariat, un fonds Desjardins de la finance inclusive, qui totalise les deux 33 millions de dollars, qui nous permet de travailler avec d'autres bailleurs pour intervenir en termes d'investissement d'impact. Jusqu'à aujourd'hui, on a 58 investissements engagés dans 36 fonds et institutions, qui peuvent être des institutions de microfinance, donc leur donner des capacités pour pouvoir mieux jouer leur rôle d'inclusion financière dans leur économie. Donc ça, c'est le deuxième levier d'investissement. Et le troisième, finalement, c'est, j'oserais dire, plus une méthodologie. En fait, on a implanté un modèle d'institution de microfinance qui fait le pont entre le secteur de la microfinance et les banques commerciales. Et donc, c'est un défi qu'on a constaté dans la plupart des pays où il y a un secteur de la microfinance qui avec une offre qu'on connaît relativement limitée, souvent des défis de professionnalisation, et une offre financière qui reste somme toute limitée, qui ne permet pas aux entrepreneurs vraiment de graduer, de cheminer, et qui peuvent rester captifs dans l'informel. Et d'autre part, l'économie plus formelle avec les banques. Et donc, entre les deux, souvent, il y a ce qu'on appelle ce chaînon manquant. Et ça nous a amené d'abord à développer, ni plus ni moins, dans certains pays où une analyse d'opportunité a montré que ça pouvait se faire, d'établir un modèle qu'on a au Québec, de centre financier spécifiquement dédié aux entrepreneurs. Alors, pour les dernières décennies, on en a lancé, ça n'a pas touché beaucoup les pays francophones, pour une raison que j'expliquerai plus tard, mais ça a touché la Zambie, le Panama, la Tanzanie, l'Ouganda et finalement la Tunisie. Alors, c'est un secteur où on dessert principalement les micro et petites moyennes entreprises, donc les MPME. Les pays d'Afrique francophone, on n'a pas implanté de centres financiers aux entrepreneurs, mais on a doté les réseaux qui étaient déjà nos partenaires, par exemple au Burkina, au Bénin, au Sénégal et d'autres pays, à eux-mêmes se doter de cette méthodologie-là, et donc de pooler des compétences pour pouvoir répondre aux besoins des MPME, donc des micros et petites entreprises. Est-ce que ça prend l'air d'une conférence? J'essaie de donner une certaine cohérence et un ensemble de points, mais je pense que si vous avez des questions, je pense qu'on aura un espace pour en discuter. Alors notre vision s'articule autour de 4 éléments. D'abord, accroître la performance des institutions de microfinance et des institutions financières. Alors quand je dis ça, ça a l'air qu'on a tout notre regard sur les secteurs financiers, mais c'est extrêmement important de doter ce secteur financier de capacités pour pouvoir disposer d'offres de financement en bout de ligne vis-à-vis des entrepreneurs qui soient durables, qui soient soutenables et qui permettent un peu aux entrepreneurs de progresser. Et donc ça passe par la solidité financière de ces institutions-là. Et lorsqu'on parle de la microfinance, il y a des enjeux
qui peuvent se répercuter aussi sur la solidité du secteur privé lorsque le secteur de la microfinance connaît des difficultés. Et donc, c'est d'augmenter leur performance aussi sociale. Et donc, c'est souvent le secteur de la microfinance a ce rôle différent des banques, qui est un rôle développemental. Et donc, on peut travailler par exemple sur l'égalité des genres, sur l'inclusion des jeunes, et donc renforcer la capacité de ces institutions-là. Lorsqu'elles deviennent solides, elles peuvent jouer plus efficacement ce rôle développemental dans la société. Le deuxième élément de vision, c'est de supporter vraiment les plus vulnérables, et ça, il y a un focus sur les femmes et les jeunes. Développer des mécanismes de financement innovants. Aujourd'hui, évidemment, le secteur financier, avec l'arrivée du numérique, connaît des bouleversements importants. Et donc, ça, c'est une dimension qu'on adresse également. Et finalement, agir sur l'écosystème entrepreneurial. Alors, c'est un grand mot qui veut dire, dans le fond, de considérer tout ce qui est autour de l'entrepreneur, et tout en gardant à l'esprit que c'est l'entrepreneur, la finalité, et ne pas se perdre dans tout le système qui peut l'entourer, mais de faire en sorte qu'il soit au service du cheminement de l'entrepreneur et d'arriver à lui offrir un environnement qui permet un petit peu de progresser, de réduire le taux de déperdition, parce que les entrepreneurs, ça progresse, il y a un certain nombre qui chutent, alors il y a tout ce taux de mortalité en quelque sorte qui peut décourager aussi l'entrée de nouveaux entrepreneurs dans la chaîne entrepreneuriale. Et si on ne travaille pas sur l'ensemble de l'écosystème qui permet aux entrepreneurs non seulement de se lancer, mais aussi de progresser, et que l'entrepreneuriat soit perçu par les femmes, par les jeunes, comme une option crédible pour se sortir de la pauvreté, qui n'amène pas en soi une autre forme de vulnérabilité, on n'aura pas réussi totalement la mission un petit peu de lutte à la pauvreté à long terme. Alors ça amène cette approche de travailler sur l'écosystème, de considérer la demande. Donc là, on a des leviers pour intervenir à travers l'expertise conseil, mais aussi comment on peut injecter le numérique, comment on peut aussi travailler sur ce qu'on appelle le mauvais français d'upscaler, c'est-à-dire comment les entrepreneurs peuvent progresser dans l'échelle. Il faut travailler également sur la demande, et sur la demande, ça veut dire travailler aussi sur l'éducation financière, parce qu'évidemment, on est plus souvent avec des entrepreneurs individuels qui peuvent avoir des difficultés, par exemple, à séparer le budget de la famille, à séparer de l'activité économique, et lorsqu'ils progressent, d'autres besoins peuvent arriver, et donc l'éducation financière est extrêmement importante. Travailler sur les services d'accompagnement également, et travailler sur aussi comment on peut rendre ces services-là disponibles aujourd'hui avec le numérique qui permet potentiellement de rejoindre des territoires, des régions et des segments de population qu'on n'arrivait pas avec un mécanisme plus traditionnel. Et finalement, travailler aussi sur les régulations, l'environnement dans lequel un petit peu l'offre et la demande se jouent. Et là, ça touche un petit peu toutes les politiques publiques, la régulation qui peut encadrer, par exemple, le secteur de la microfinance, qui peut limiter sa capacité d'accompagner les entrepreneurs plus loin jusqu'à la porte de la banque, et de ne pas laisser un petit peu se vide entre les deux, par exemple. Un exemple concret en Tunisie, je reviendrai plus tard, où le secteur de la microfinance, par la loi, est encadré, il ne peut pas aller plus que 40 000 dinars par prêt, et les banques, pour la plupart, dans les faits, ne feront pas de financement en bas de 150 000 dinars. Alors, il y a tout un pan où les entrepreneurs restent à la merci, en quelque sorte, d'un marché qui n'est pas réellement soit structuré ou complètement qui échappe aux régulateurs. Alors les enjeux, et je vais donner quelques exemples concrets de projets sur lesquels on intervient, mais ils répondent à l'un ou l'autre des enjeux que je vais vous citer. D'abord, le premier, c'est l'entrepreneuriat lui-même, parce que lorsqu'on dit entrepreneur, et ce matin, il y avait des présentations à une table ronde qui se tenait ici même, où on soutenait qu'il y avait plus de femmes entrepreneurs, c'est le cas, mais la plupart des femmes entreprennent par nécessité et non pas par opportunité. Et c'est très différent, donc il faut renverser ce bocal, de faire en sorte que le nombre de personnes qui se lancent en entrepreneuriat se lancent par opportunité, parce qu'il y a des opportunités qu'ils voient, parce qu'ils voient des besoins dans la société, il y a des projets d'affaires qui peuvent répondre, et non pas pour
par nécessité, donc par contrainte, parce qu'ils n'ont pas obtenu un emploi. Et donc, ça, c'est extrêmement important de rendre l'option de l'entrepreneuriat une option crédible. Le deuxième enjeu, c'est l'accès au financement, particulièrement pour les femmes. Je vais vous donner quelques exemples à ce niveau-là. Le chaînon manquant entre la microfinance et les banques, également un enjeu important qui lui-même est en lien avec la formalisation, l'informel, le passage de l'informel vers le formel et finalement le numérique. Alors pour donner quelques exemples concrets, en Afrique, c'est la seule région au monde où le nombre de femmes entrepreneurs est supérieur aux hommes. Mais lorsqu'on dit ça, il faut aussi rappeler que le bénéfice que retirent les femmes est 38% inférieur aux hommes. Ils sont surreprésentés dans l'informel et ils sont également surreprésentés dans des secteurs traditionnellement féminins où la valeur la valeur ajoutée est inférieure. Souvent l'explication qui est crédible, c'est l'accès au financement. Pourquoi l'accès au financement? Parce que les femmes n'ont pas accès aux actifs qu'ils peuvent mettre en garantie pour pouvoir obtenir des financements. Et ce qui limite aussi leur capacité à la fois d'accéder au financement, aussi d'investir, et donc tout ce sous-investissement que peuvent avoir. Un des exemples, je dirais, on intervient par exemple dans le Mali, on a des agricultrices avec des agriculteurs, et on a constaté que les femmes agricultrices ne pratiquaient pas des productions qui étaient plus rentables, comme l'oignon, dans la région de Nigeria. Et donc, on a travaillé sur leurs compétences pour pouvoir maîtriser ce type de production-là, mis en place des fonds de garantie avec de l'assurance. Ça a permis de toucher 10 000 agriculteurs et dont 55% femmes. On travaille aussi en Haïti avec le réseau coopératif Le Levier pour développer aussi un produit spécifique pour les femmes. Au Bénin, on a travaillé également pour une plus grande représentation des femmes au sein des conseils d'administration des systèmes financiers décentralisés pour faire en sorte que les produits qu'ils développent, mais aussi les décisions qui se prennent, puissent répondre aux besoins des femmes. Exemple sur tout le chaînon manquant, l'exemple du CFE Tunisie, où les 100% des entrepreneurs qui s'adressent au CFE deviennent formalisés. Et ce n'est pas en mettant une barrière, mais c'est en les accompagnant dans le processus de formalisation, dans le processus aussi de régulariser leur titre foncier, et donc d'utiliser, si vous pouvez conclure, et donc d'utiliser un petit peu les leviers. Et alors juste donner quelques chiffres concrets pour la Tunisie sur 3 ans, c'est le CFE Tunisie qui a été mis en place. Il a pu aider 5700 MPME. 100% sont devenus formalisés et le crédit a permis de générer de la croissance, une croissance de plus de 67% des portefeuilles des entrepreneurs, et il a pu également générer, l'achat de crédit a pu générer davantage d'emplois dans les entreprises du CFE de l'ordre de 142%. Évidemment, le crédit, ça donne accès à du capital qui peut, et c'est un capital à long terme, ça a été dit, le financement court terme versus. Et donc, ça permet de développer de nouveaux produits, d'améliorer la qualité, d'améliorer également les services et de répondre mieux aux clientèles. Je terminerai juste pour un mot sur les jeunes. S'il y a quelque chose qui caractérise l'Afrique, c'est bien la question des jeunes. 376 millions de jeunes qui va être la masse de la force de travail en Afrique en 2030. Le nombre d'entrants qui demandent du travail en Afrique va être supérieur à l'ensemble du reste du monde combiné en 2035. Et donc il y a un gap extrêmement important entre les jeunes qui se présentent sur le marché du travail et la capacité d'absorption du marché du travail. Et donc l'entrepreneuriat, c'est extrêmement important à considérer. Mais ce n'est pas juste un gap quantitatif, c'est aussi un gap qualitatif en termes des compétences que les jeunes aujourd'hui, donc qui a été noté par notre professeur, de mettre au service et connecter sur le marché du travail. Mais il y a aussi, le dernier gap, c'est aussi un gap de numérique, parce qu'évidemment le numérique peut générer des disparités, mais c'est une formidable levier d'inclusion qui permettrait aux jeunes de développer, répondre à des besoins qui sont dans la société par de nouveaux moyens. Et
Donc c'est à considérer. Alors voilà un petit peu mais je m'engage auprès des organisateurs de vous rendre un petit peu l'information que je vais vous présenter dans les prochains jours. Voilà, merci. Merci infiniment. Si vous applaudissez, s'il vous plaît. On a beaucoup appris sur les activités de l'IID. Je suis plus édifié maintenant que je l'étais avant. Merci beaucoup. Puisque le thème parle des initiatives internationales de soutien à l'entrepreneuriat, et avant de passer la parole à la prochaine personne, panéliste qui va intervenir, je voudrais juste rappeler qu'en 1988, à Nairobi, s'est tenu le World Women Banking Summit, un sommet mondial des femmes dirigeantes de banques, qui a amené la Banque africaine de développement à mettre en place un programme de soutien aux femmes et à l'entrepreneuriat féminin à hauteur de 16 millions de dollars dans le cadre de l'initiative Amina. Amina, ce n'est pas le prénom d'une jeune fille, mais ça s'appelait la African Microfinance Initiative in Africa. Ce qui a permis à la banque par la suite de tirer des leçons très positives pour lancer l'initiative qu'on appelle Making Finance Working for You. Donc ça a trait surtout au soutien, n'est-ce pas, de la microfinance sur le continent africain. Et je voudrais terminer pour dire que le constat que nous avons fait sur le terrain, c'est que les crédits qui sont faits aux femmes dans le cadre des IMF, les institutions de microfinance, sont remboursés à hauteur de 98% par les femmes, alors que le taux de remboursement par les hommes ne dépasse guère les 65%. Donc bravo mesdames pour votre performance. Sans plus tarder, je vais passer maintenant la parole à un monsieur qui est à côté de moi, monsieur Jean-Luc Tolosan, directeur régional Maghreb de l'agence universitaire de la francophonie. Je crois qu'il est basé à Rabat, n'est-ce pas? Donc voilà, vous êtes chez vous, on est nos invités, n'est-ce pas? Donc essayez de nous éclairer sur ce que vous faites pour soutenir, n'est-ce pas, l'entrepreneuriat en Afrique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Effectivement, merci aux deux universités qui nous ont donné l'occasion de pouvoir intervenir aujourd'hui. Alors, l'Université de Montréal, parce que, comme il a été rappelé ce matin, effectivement, le siège de l'AUF est à Montréal, dans l'Université de Montréal. Puis ma fille a fait, à travers Erasmus aussi, 2 séjours de 6 mois là-bas. Donc c'est une ville que je connais bien. Mais sans oublier non plus que dans les membres fondateurs de l'AUF en 1961, il y avait déjà une université dont vous avez sûrement beaucoup entendu parler depuis ce matin, qui était l'université Mohamed V. Donc c'est une histoire qui dure. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans l'agence universitaire de la francophonie? On répond aux demandes de nos membres et on soutient les actions de nos membres. On fait même un petit peu plus que ça. De temps en temps, on suscite un certain nombre de choses qui nous paraissent importantes et toutes les fois qu'on trouve de l'écho, on est très content d'avoir pu le faire. Bon. Je me réjouis aussi de la présence importante d'un grand nombre d'organisations, d'institutions internationales qui interviennent dans ce séminaire, parce que notre sentiment, c'est qu'on serait 10 fois plus nombreux sur cette thématique. Il y aurait encore beaucoup de place pour d'autres. Et donc, de ce côté-là, effectivement, on ne peut qu'encourager toutes ces initiatives-là, voire chercher à développer des synergies et des partenariats. Alors, oui, effectivement, il y a les universités, il y a, comme vous l'avez dit, les banques, les grandes organisations internationales. Vous avez aussi le patronat et les fédérations professionnelles qui commencent à se mobiliser fortement sur cette thématique de l'entrepreneuriat. Vous avez aussi les académies qui commencent à regarder ça de près, en se disant, c'est vrai qu'on a un gisement, une pépinière, pour garder les termes, des thématiques d'aujourd'hui, de jeunes scientifiques, mais pas seulement. Il y a aussi le transfert innovation, la valorisation, le transfert technologie maintenant, et tout ça, effectivement, ça devient aussi de l'entrepreneuriat. Donc voilà, beaucoup de choses qui font qu'on est dans un moment très intéressant pour le développement. Alors, à l'AUF, on n'était pas du tout positionné sur l'entrepreneuriat jusqu'en 2017, donc on a découvert cette thématique-là. C'était pas tout à fait mon cas, puisque j'ai eu la chance d'être dans une école d'ingénieurs qui avait beaucoup d'installations et de pilotes qui permettaient d'accueillir le monde industriel, d'interagir beaucoup avec les centres techniques, les clusters. Et donc,
quand notre recteur à l'EUF nous a ouvert toutes grandes les portes du secteur socio-économique, on n'a pas été les derniers à se ruer dans ce secteur-là, et on a pu accompagner un certain nombre de projets. Alors, qu'est-ce qui nous paraissait important? Le fait de pouvoir fixer un certain nombre de jeunes cerveaux brillants, qui ont plein de bonnes idées, et je peux vous dire qu'au Maghreb, il y a beaucoup d'excellentes bonnes idées, de pouvoir les fixer dans leur pays d'origine, si possible, de pouvoir créer de la richesse sur place, mais aussi de toucher, et on se rend compte que c'est quelque chose qui se développe très bien, la diaspora, qui souvent a quitté de façon un peu définitive son pays d'origine, mais qui, après un ou deux retours à l'occasion d'une petite expertise qu'on a sollicitée, se disent, mais après tout, on pourrait bien revenir plus souvent dans notre pays d'études et continuer à développer des partenariats dans des filières. Et donc c'est tous ces aspects-là qu'on essaye de soutenir. Aussi, effectivement, le fait qu'on trouve beaucoup de choses sur Internet maintenant, bon, il y a des books, c'est vrai, on en parle beaucoup, mais il y a beaucoup d'autres informations, beaucoup de modules qui sont disponibles, et faire de l'auto-formation, c'est pas si difficile que ça. On trouve beaucoup de choses, au moins au niveau théorique. Après, quand on passe à la pratique, c'est plus compliqué, et c'est là, effectivement, que l'université et toutes les organisations qui sont ici aujourd'hui peuvent donner un très sérieux coup de pouce aux porteurs de projets, même si tous les porteurs de projets ne seront pas un jour des chefs d'entreprise. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce qui nous intéresse? Effectivement, comme ça a été dit par ma prédécesseur, faire évoluer la formation dans les universités, pas la susciter, mais plutôt l'accompagner, la diversifier, et puis, quand c'est possible aussi, introduire un certain nombre d'actions supplémentaires, ou un certain nombre de leviers qu'on peut agiter pour faire en sorte que l'action soit démultipliée. Je vais y revenir tout de suite. Alors, qu'est-ce qui nous a intéressé aussi? Bien sûr, toute la partie, puisque je suis enseignant-chercheur aussi à la base, d'idéation, de discussion avec ces enseignants, ces encadrants de thèse, pour générer un certain nombre d'idées qui un jour pourraient amener à la construction de spin-off. Donc voilà, ça c'est aussi une partie importante. Pas toujours la plus facile par rapport à la création d'un service, mais il y a beaucoup de choses à faire aussi dans ce domaine-là. Et une fois qu'on a été attrapé par le virus, pas celui dont on parle beaucoup en ce moment dans les médias, mais celui de la création d'entreprise, c'est pas facile de s'en défaire, on n'en guérit jamais complètement. Mais voilà, il y a vraiment de belles choses à faire. Alors bon, quelques exemples peut-être des incubateurs universitaires qu'on a accompagnés avec d'autres grands groupes internationaux, en particulier dans le domaine des sciences humaines et sociales. On a toujours tendance à dire que les sciences dites exactes ont été bien en avance sur les autres en termes de création d'entreprise. C'est plus aussi vrai. Et puis on s'est rendu compte, mais ça a déjà été souligné par mes prédécesseurs, que quand on a plusieurs disciplines, plusieurs compétences associées, souvent on a des entreprises qui sont beaucoup plus solides, parce qu'un scientifique n'est pas forcément très bon en communication, et vice-versa. Et donc ce sont des choses qui sont à des associations qui sont très complémentaires. Donc des incubateurs universitaires. Alors, des espaces de valorisation, des espaces où on suscite la créativité, les tiers-lieux, les Fab Labs dont on parle de plus en plus. Et là, je m'adresse aussi beaucoup à des jeunes qui ont quitté le domaine de la formation, mais qui ont plein de bonnes idées, qui sont, comme tous les jeunes de maintenant, multitâches. Quand on était à leur place, on n'était pas multitâche, c'était plus difficile d'apprendre un certain nombre de nouveautés, et qui apprennent très très rapidement, voire qui, après quelques séances, se piquent au jeu et peuvent même devenir d'excellents formateurs qu'on peut solliciter après pour accompagner les porteurs de projets. Donc ça, c'est aussi quelque chose auquel on croit, et on essaye de développer les réseaux de Fab Lab et de tiers-lieux. Alors, au Maroc, évidemment, mais comme nous sommes dispatchés en 10 directions régionales, on raisonne aussi au niveau régional. Et pour nous, ici au Maghreb, c'est rive sud de la Méditerranée, du Maroc à la Libye, et rive nord de la Méditerranée, de l'Espagne à la Grèce. Donc voilà, on essaye de trouver cette dynamique-là, parce que ça fait longtemps qu'on s'est rendu compte que la Méditerranée nous rapprochait, au lieu de nous séparer de la rive nord de la Méditerranée, et il y a vraiment de belles dynamiques qui se mettent en route au niveau mobilité, avec des financements d'accompagnement.
À côté de ça, alors, des choses qui s'adressent plus directement aux doctorants, ces fameux collèges doctorants en entrepreneuriat, où des thésards deuxième, troisième année de thèse sont en immersion intensive pendant une dizaine de jours, avec des coachs qui sont souvent exclusivement du milieu professionnel, et charge à eux de présenter un pitch crédible à la fin de création d'une entreprise. Alors, soit en équipe constituée, soit au contraire en équipe qui se constitue le premier jour du démarrage. Et là, je vais y revenir très vite parce qu'il y a un certain nombre de capacités qu'on découvre à ce moment-là et qu'on développe très fortement maintenant dans les universités. Alors, les collèges doctoraux, effectivement, et puis ces concours, c'est très bien quand on les fait en local, c'est beaucoup mieux quand on les fait au niveau national, et c'est encore beaucoup plus stimulant et ça crée beaucoup d'émulation quand on les fait au niveau régional ou international avec de grandes finales. Vous avez sûrement tous en tête l'exemple de ma thèse en 180 secondes. Ça, c'est un très bel exemple de réussite. On essaye de faire la même chose au niveau de l'entrepreneuriat et on pense qu'on est dans de bonnes voies pour arriver à développer ça. Après, vous avez, on sort un petit peu de l'université et on se rapproche des incubateurs. Des incubateurs qui sont prêts à ouvrir la porte à des porteurs de projets qui font encore leurs études actuellement, mais qui, pendant 2 mois, 3 mois, se retrouvent immergés 24 heures sur 24 dans le milieu professionnel. Et nous accompagnons toutes ces actions-là par le financement des coachs. Par contre, en échange, les porteurs de projets sont inclus dans la vie de l'incubateur, bénéficient de tous les systèmes de formation et pour ceux qui sont passés par là, il paraît que c'est une expérience inoubliable et très formatrice ensuite. Donc voilà, ça a démarré au niveau maghrébin, ça s'est très rapidement développé au niveau africain, et si les choses continuent comme ça, nous aurons une finale monde à Paris l'an prochain, fin 2020. Donc voilà, quelques exemples d'actions qu'on a pu accompagner. Alors, avec ces actions-là sont nés aussi des effets secondaires, pas des dégâts collatéraux, mais au contraire des effets très positifs, pour favoriser la mobilité. On a parlé du statut d'étudiant entrepreneur, très bien, donc qui facilite un petit peu le parcours académique aux porteurs de projets, en leur donnant un peu plus de temps pour consacrer à leur propre projet de création d'entreprise. Une petite facilité supplémentaire une fois le diplôme en poche, au lieu d'aller se colter tout de suite à la réalité du milieu économique. Ils peuvent encore se réinscrire une année, voire 2 années dans l'université, jusqu'à ce qu'ils soient prêts à démarrer vraiment leur projet d'entreprise. Donc voilà, quelque chose de plus confortable. C'est vrai, on l'a initié ici, on l'a développé ici, mais ça existe déjà ailleurs. Et vous avez des financements qui permettent ces mobilités des meilleurs porteurs de projets entre les différents pays qui y participent. Alors, comme on me fait signe que j'ai été très bavard, dans la minute et demie qui reste, quels sont les bilans, quels sont les points sur lesquels on a vu encore un certain nombre de faiblesses. Alors, d'abord, la langue et l'expression, ça c'est terrible. On a beaucoup de porteurs de projets qui ont de grandes difficultés, même dans leur langue maternelle, à s'exprimer. Donc de ce côté-là, on accompagne fortement des actions d'amélioration de la langue. Et bon, j'ai l'étiquette de la francophonie, donc il faut que je me parle un tout petit peu du français. C'est vrai que le nombre de francophones va doubler dans les 20 ans qui viennent. Mais par contre, n'oubliez pas que plus de 22% des échanges économiques se font aujourd'hui dans le monde francophone. Donc le français, c'est aussi une langue de l'employabilité. Le deuxième point, c'est que vous avez de nouvelles façons d'apprendre qui sont apparues. Alors, c'est tout ce qu'on peut faire. Les serious games, en mauvais français, toute la partie concours, pitch, l'intelligence artificielle et tout ce qu'on peut mettre derrière en termes de rappel automatique. Vous avez aussi la mise en réseau, la mixation des équipes et des étudiants qui ne travaillent plus tout seuls, loin de là. Et tout ça, effectivement, ce sont de nouveaux modes de travail qui développent aussi l'autonomie des étudiants, au lieu d'être là pour recevoir seulement la bonne parole des enseignants. Alors, un autre point qui a été vu plutôt comme une faiblesse actuellement, c'est la rareté des compétences qui permettent dans l'université de développer justement ces cursus
et ses accompagnements à l'entrepreneuriat. Alors de ce côté-là, on a une grosse action de formation de formateurs, mais vous avez compris qu'entre le moment où on démarre ces actions et le moment où les formateurs sont opérationnels, il y a un petit délai. Donc on travaille pour plutôt l'année et demie ou les 2 ans qui viennent en termes de résultats. Dernier point, effectivement on commence à trouver du capital risque, de l'accompagnement. C'était pas si évident que ça il y a 2 ans et demi au Maroc. Maintenant il y a de belles initiatives qui permettent de faire ça, mais le financement c'est pas suffisant. Dans la chaîne de valeur il y a encore des éléments faibles. Et les éléments faibles, qu'est-ce que c'est? On trouve difficilement des compétences qui vont jusqu'à la première levée de fonds, la fabrication des pré-séries. Mais c'est encore plus difficile après quand on passe à la création post-création d'entreprise. Et derrière, on a des vainqueurs de pitch, de concours régionaux, nationaux, internationaux, qu'on voit revenir un an après, parce qu'ils n'ont toujours pas trouvé leur marché en termes de clientèle nationale ou internationale. Donc voilà, un troisième et dernier point sur lequel on travaille beaucoup, à renforcer tout l'accompagnement qu'on peut donner à nos membres et à nos partenaires du secteur socio-économique. Voilà. Dernier point, puisqu'on est au Maghreb, j'en ai pour 3 secondes, Monsieur le Président. Mais dernier point, on s'est rendu compte que la chaîne complète existait ici, même s'il y a quelques faiblesses. Et ce qu'on espère, c'est qu'effectivement, une partie de la mobilité qui va se créer, dans tous les sens, se fera avec une formation potentielle ici au Maghreb, avant de repartir dans les pays d'origine des porteurs d'entreprise. Merci à tous. Merci. Merci infiniment. On est beaucoup appris. Merci beaucoup pour le partage. Peut-être rapidement, 2 réactions par rapport au problème de l'insuffisance de financement. Moi, en tant qu'ancien banquier, je dirais qu'il n'y a jamais eu de problème de financement. Si vous êtes porteur d'un bon projet bancable, oui, vous aurez l'argent. Et permettez-moi, c'est peut-être une déformation, de revenir à la BAD parce qu'elle vient de lancer un appel à concours à travers une nouvelle initiative qui s'appelle Souq Telmia. C'est une initiative que nous avions lancée au lendemain de la révolution en Tunisie en 2011, qui a connu un très grand succès. Et donc c'est un programme de 400 millions de dollars qui sera mis à la disposition des jeunes porteurs de projets qui peuvent avoir un don qui peut aller jusqu'à 50 000 $ US par Canadien, donc ça doit être 60 000 $ canadiens, en plus d'un coaching, d'une formation, etc. Donc si vous cherchez Sortemia dans la presse marocaine, vous allez trouver des annonces de lancement de cette initiative. Il y a un appel au projet. Donc si dans la salle il y a des gens qui sont porteurs de ce projet, je pense qu'ils peuvent aussi bénéficier de l'appui d'une institution panafricaine et internationale. Et on est prêt à collaborer avec toutes les autres institutions qui souhaiteraient travailler dans ce sens-là. On a dépassé le temps, je crois qu'on va gratter sur la pause café. Il n'y a pas longtemps qu'on a mangé, il n'y a pas longtemps qu'on a pris du café. Donc si vous voulez sacrifier 15 minutes de votre temps qui sera consacré à la pause café, on pourra approfondir nos échanges. Donc sans plus tarder, je vais donner la parole à Madame Maha El-Pchiri, directrice de la communication et du développement, Association pour la promotion de l'éducation et de la formation à l'étranger. Donc ça me rappelle la Wallonie et surtout l'agence l'AWEX avec laquelle j'avais signé la première convention de l'AWEX avec le continent africain pour créer des joint ventures entre les entreprises de la Wallonie, donc francophones, et le continent africain. On a démarré avec un programme dédié aux anciennes colonies belges, notamment la RDC, ex-Zaïre, le Rwanda et le Burundi. Mais après, on l'a étendu à d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, le Congo, etc. Donc c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je vous donne la parole parce que vous me rappelez tous les anciens bons moments que j'ai passés à Bruxelles avec l'AWEX. Bonjour. Je représente aujourd'hui, comme a dit Sahine Douche, l'APF Wallonie Bruxelles, qui est un centre d'expertise belge de coopération internationale de Wallonie Bruxelles. L'APF a été fondée en 1976 et collabore quand même avec le Maroc depuis plus de 20 ans. Donc l'APF est présente dans 14 pays, notamment des pays d'Afrique, plusieurs pays d'Afrique, Sénégal, Bénin, Congo, et en Palestine et en Haïti. Donc en 2012, nous avons voulu quand même travailler sur l'amélioration, contribuer à améliorer les conditions de vie des femmes, mais en travaillant quand même sur une piste quand même économique. Donc on a fait le choix avec les partenaires marocains de travailler sur l'entrepreneuriat féminin.
en 2012, quand on a fait ce choix, le taux d'entrepreneurs femmes au Maroc ne constituait que 10%. Sachant que même ce 10%, il est biaisé selon plusieurs études. On trouve quand même des femmes entrepreneurs, mais il n'y a que le nom de famille et son nom qui est sur les statuts de l'entreprise. Donc un peu le maquillage, c'est beaucoup plus le mari, le papa, le frère qui gère. Donc on a fait le choix délibéré de travailler sur le renforcement des capacités des femmes marocaines au Maroc. En 2013, donc, nous avons lancé Milhajliki. Milhajliki pour les non-marocains, ça veut dire pour toi au féminin. Milhajliki est un programme de soutien à l'entrepreneuriat féminin qui a été, comme j'ai dit, mis en place par l'APF et financé par la coopération belge au développement. Et initialement, entre 2013 à 2016, était présent uniquement sur quelques villes du Maroc. En 2017, nous avons fait quand même le choix de reconduire le programme et de le généraliser sur tout le territoire marocain et de s'associer à plusieurs partenaires marocains. Donc actuellement, parmi les partenaires du programme Milhajliki, je peux citer le ministère du Travail et de l'Insertion professionnelle, l'ANAPEC, Maroc PME, l'association des femmes chefs d'entreprise, la FEM, Entraide, l'association Entraide, qui est aussi une association de femmes entrepreneurs, et l'MNM Microfinance, Sofer Microfinance et le Centre Mohamed VI de soutien à la microfinance solidaire. Vous allez me dire pourquoi cette diversité, cette panoplie de partenaires qui sont quand même différents, mais ils sont complémentaires. Donc le programme Milhajliki cible toute femme marocaine qui a plus de 18 ans. Point. Il n'y a pas de condition. Quel que soit son niveau scolaire, quelle que soit son idée de projet, quelle que soit la région où elle se situe, le programme Milhajliki est ouvert à toutes les femmes. Et là, j'ouvre une petite parenthèse un peu. Il y a quelques mois, j'ai rencontré une bénéficiaire du programme Milhajliki qui a quand même participé au programme en 2015, une femme quand même de 76 ans. Et donc, en discutant avec elle, c'est dans la région de Chichawa, à 70 km de Marrakech. Donc, je prenais ses nouvelles et tout, et j'apprends qu'elle est en train d'apprendre le français et l'anglais. Et je lui dis, à 76 ans, bravo, chapeau, j'étais fière et contente. Elle m'a dit parce que c'est en participant à un programme, une initiative de renforcement des capacités, j'ai appris déjà connaissance, mais mes connaissances ou mes capacités tacites. Elle avait des compétences, mais elle n'avait pas quand même confiance en elle, ou elle n'était pas consciente d'une manière très claire de ses compétences. Et donc, à 76 ans, cette femme marocaine est en train d'apprendre l'anglais et le français pour développer son business, puisqu'elle a pu quand même démarcher des clients à l'étranger, en Europe et ailleurs. Donc ça, je ferme la parenthèse. Donc comme j'ai dit, le programme Milhajliki, il s'adresse à toutes les femmes marocaines, gratuitement, et il couvre à peu près toute la chaîne un peu d'accompagnement. Donc on commence de la sensibilisation à la formation, à l'accompagnement pré-création, c'est-à-dire avant qu'on crée, la création d'entreprise et bien sûr le post-création. Et dans chaque volet, on a quand même eu une autre manière de faire. Par exemple, je m'explique. Dans tout ce qui est sensibilisation, et comme j'ai dit, comme notre cible était très large et très disparate, vous allez trouver des outils de communication et de sensibilisation du programme Milhajliki qui sont très différents mais complémentaires, comme j'ai dit. De la vidéo en BD animée, en Darder, en Darija, jusqu'au, comme a dit monsieur, les series games en Darija et en arabe pour un peu vulgariser et démocratiser, j'ai envie de dire, les concepts de l'entrepreneuriat. Et on avait dans l'audience, quand on avait des bénéficiaires dans les ateliers de sensibilisation, quand ils apprennent un peu c'est quoi un business plan ou c'est quoi le business model Canva, dit comme ça fait peur. Mais expliquer à ces dames en Darija et en berbère c'est quoi des notions de l'entrepreneuriat dans un langage simple, classique où ils se retrouvent, c'était plus facile pour nous. Donc la principale force qu'on avait au sein du programme Milhajliki, c'est de la sensibilisation et la vulgarisation au maximum de tout notre contenu en fait. On passe aussi à la formation, donc la formation de tout ce qui est soft skills, comme a dit tout à l'heure Madame Belada, jusqu'aux formations techniques sur des métiers précis pour un peu structurer et améliorer certains métiers. L'accompagnement pré-création, comme j'ai dit tout à l'heure, qui se fait principalement à travers notre partenaire l'ANAPEC, mais aussi les autres partenaires. La création, et on passe à la post-création. Monsieur Ridouche nous a posé une question par mail, quels étaient nos défis. Nos défis principalement étaient la pérennisation de ces structures qu'on accompagne et qu'on crée. Quand on sait que le taux énorme, incroyable de taux d'échec et de mortalité des entreprises dans les 2 ans qui suivent la création, je pense que tout l'effort à mettre dans l'accompagnement, c'est beaucoup plus sur le post-création. Donc à travers le programme Milhajliki, nous avons actuellement pu mettre en place 13 structures
entre incubateurs universitaires, donc des espaces équipés avec de la formation et de l'accompagnement nécessaire sur une durée déterminée au sein des universités et des écoles publiques. Je peux citer l'incubateur de Chouaïb Toukali à Jbida, l'université Moulay Ismaïl à Meknes, le NCG de Tanger, l'ESIT de Casablanca, c'est un incubateur métier spécialisé dans les métiers textiles, mais pas que ça, pas les incubateurs, pas que les incubateurs. Nous avons aussi mis en place des structures qu'on appelle les CAP ou les Skills Labs. C'est des structures qui ciblent principalement, qui visent principalement le renforcement des capacités. Je ne sais pas tout à l'heure qui des panélistes a dit qu'on n'a pas, monsieur Hamidou, je peux te dire, on n'a pas de problème de fond. Financement d'une entreprise, je pense qu'au Maroc en tout cas, on a énormément d'initiatives qui financent et même à des taux préférentiels des entreprises créées. L'effort que fait la CCG aussi avec les fonds d'agrogarantie et depuis son lancement et le lancement de ces programmes. Donc sur la notion de financement, on n'a pas de problème. Mais je trouve que tout l'effort est amusé sur le renforcement des capacités des entrepreneurs, des capacités des bénéficiaires. C'est investir dans le capital humain. On a beau faut donner de l'argent, donner un espace au sein d'un incubateur. Si la personne n'est pas capable de vraiment gérer son entreprise et de se défendre et de défendre son activité, ça ne va rien finalement. Donc ça pour ce qui est le programme IHDT, et comme pour un peu illustrer ça, je donne un peu quelques chiffres. C'est des chiffres qui concernent les réalisations du programme avec ses partenaires depuis 2017. Donc actuellement, on est à plus de 10 000 femmes sensibilisées à l'entrepreneuriat. Et quand je dis sensibiliser, ce n'est pas de l'information, c'est de la vraie sensibilisation. C'est des ateliers de développement personnel, c'est des ateliers de vulgarisation des concepts, c'est de la vraie sensibilisation à l'esprit d'entreprendre. Nous avons aussi contribué à former plus de 12 000 femmes, que ce soit en formation de soft skills, en formation managériale, en formation financière. Et comme je dis tout à l'heure, nous avons contribué à mettre en place 13 structures entre incubateurs, espaces de coworking et espaces de renforcement des capacités. Et nous avons pu quand même, comme je dis tout à l'heure, la principale difficulté qu'on rencontrait avec nos bénéficiaires, c'est le post-création. Et qui dit post-création pour une population qui est analphabète ou à faible niveau scolaire, c'est l'appui à la commercialisation. On était confronté à une frange de la population qui, de par son éloignement géographique, ne peut pas accéder de toute façon à des marchés et les loin, et ne peut pas accéder à la formation. Et là, ça me rappelle tout ce qu'a dit tout à l'heure M. Hamidouche, c'est l'apport du digital. Au sein du programme IHDT, ce qui nous a un peu aidé à réaliser beaucoup de choses, c'est le digital. Le digital nous a permis de former des femmes au fin fond du Maroc qui n'ont aucun moyen de venir assister à des formations. Le digital nous a permis d'aider ces femmes à vendre. Et là, je cite une petite initiative qu'on avait développée avec notre partenaire Tawfiq Microfinance. C'est une plateforme sociale et solidaire de vente en ligne pour ces femmes. Elle s'appelle foras.ma, je vous invite à ajouter un coup d'œil. C'est une plateforme qui est style Jumia, mais sociale et solidaire. Et le plus de cette plateforme, c'est que chaque bénéficiaire a sa session protégée par login et mot de passe, où elle a une panoplie d'outils vraiment en darija, en arabe, simple à utiliser. Comment gérer ton stock, comment faire une facture, comment faire un devis, comment négocier. Donc on a espéré que cette plateforme ne soit pas uniquement une plateforme de vente, mais quand même à travers cette plateforme, on appuie nos bénéficiaires à renforcer leurs capacités. Je continue quand même pour les réalisations. Donc toutes ces activités, toutes ces structures féminines qu'on a accompagnées, qu'on a créées, ils ont permis quand même de générer depuis 2017 4000 emplois féminins au sein de ces structures féminines créées. Pour nous, ça c'est une fierté. C'est une fierté. Tout à l'heure, je ne parlerai pas des challenges et des recommandations, je pense que je les ferai à la fin, mais je vais peut-être toucher un petit mot sur un autre programme que la PFA a mis en place, au Sénégal cette fois-ci, de l'entrepreneuriat féminin, de soutien à l'entrepreneuriat féminin, sur une niche en particulier, c'est les femmes entrepreneurs opérant dans le secteur de transformation agricole. Et ça, il existe, je pense, depuis à peu près 1 an sur quelques régions du Sénégal. Et la grande nouveauté de l'APF actuellement, c'est le lancement d'un nouveau programme des jeunes, hommes et femmes, âgés de 18 à 35 ans, et qui verra le jour dans les semaines à venir. Donc c'est un programme de soutien entrepreneurial des jeunes, encore une fois gratuit, qui est présent uniquement pour cette période de test, uniquement sur 4 régions. Donc Beni Mellal Khnefra, Draa Tafilat, Meknes Fès et l'Oriental.
Et c'est un programme qui couvre encore une fois toute la chaîne d'accompagnement de la sensibilisation à la formation, l'accompagnement et l'accompagnement post-crèche. Qu'est-ce qu'on a appris à travers ces différentes expériences qu'on a menées quand même depuis 2013 actuellement? Je vais transformer les leçons ou les défis en recommandations à débattre peut-être par la suite. Première chose, la patience. À travers notre expérience, on a beau former et sensibiliser, on ne peut pas venir et s'attendre à un résultat dans l'immédiat. L'entrepreneuriat demande quand même un peu de patience. Surtout la première version du programme IHDT, on avait sensibilisé, formé des femmes en 2013. Ils n'ont procédé à l'acte réel de création qu'en 2014-2015. L'idée a besoin de mûrir dans la tête des gens. Ils doivent être rassurés. Surtout quand on apprend que GEM, c'est le Global Entrepreneurship Monitor, des statistiques récentes, qu'au niveau national, on est à peu près à 36% d'intention entrepreneuriale, mais versus 48% de peur de l'échec et de peur des institutions, donc ils ne veulent pas tenter le déclic. Donc beaucoup de patience, je pense qu'il nous faut beaucoup de patience. Deuxième chose, la communication digitale. C'est deux volets qui doivent être vraiment pas de manière ponctuelle. La communication digitale, ce n'est pas une activité qu'on fait pour un event ou une activité en passe. La communication digitale, c'est des volets transverses qui doivent accompagner les différentes initiatives tout au long des cycles de vie de leur programme. Troisième, le digital. En général, tous les réseaux sociaux, ça dépend de la pertinence de chaque institution. Comme j'ai dit tout à l'heure, le renforcement des capacités. Il faut qu'on investisse dans le capital humain, les capacités, les compétences de nos jeunes et de nos femmes. Et le dernier point, c'est la synergie. Je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont pertinentes, qui ont de l'impact, mais si on travaillait ensemble, on aura généralement et sûrement plus d'impact. En termes d'intervention réelle et de déploiement sur le terrain, mais peut-être qu'il est temps aussi qu'on réfléchisse à une synergie un peu institutionnelle. Imaginons peut-être que chacun de nos initiatives aussi aujourd'hui présentes, certainement chaque initiative ou chaque programme a ses propres méthodologies, les outils qui sont développés dans le cadre du programme. Et je trouve, nous aussi, mais je trouve que ce serait dommage qu'on ne mette pas ça, tout ça, aux limites en open source. Chaque programme qui vient par la suite, il a déjà quelque chose sur lequel il peut capitaliser. Ce n'est pas la peine de redémarrer du bureau pour s'adresser à la même problématique. Donc, j'ai l'impression que j'ai parlé trop vite pour respecter le temps, donc je suis désolée. Et ben voilà, merci. Merci beaucoup. Félicitations pour toutes les initiatives que vous avez en faveur de l'entrepreneuriat féminin. Je suis impressionné par les différentes réalisations. Et surtout, vous avez osé aller au-delà du Sénégal. Au travail avec les femmes sénégalaises, c'est quelque chose de très important. Je crois qu'il y a de nombreux amis avec IS et IES présents dans la salle ici, que je salue du fond de mon cœur. Alors sans plus tarder, je vais donner la parole à M. Rodolphe Dumas, chargé de projet au niveau du programme d'entrepreneuriat. C'est au niveau des offices Jeunesse Internationale du Québec, n'est-ce pas? Allez-y, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Rodolphe Dumas, je suis chargé de projet au programme Entrepreneuriat pour Logique. Logique, ce sont les offices jeunesse internationaux du Québec. Merci cher Brahim pour l'invitation, merci à l'Université Montmartre de nous accueillir pour ce si bel événement. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'une thématique qui nous est chère, l'entrepreneuriat chez les jeunes et chez les femmes. Logique, c'est un organisme du gouvernement du Québec. On dépend du ministère des Relations internationales et de la francophonie. Donc vous avez eu Mme Giraud, la ministre, ce matin, qui avait fait un message vidéo. Nous sommes placés sous son ministère. Le but de Logique, c'est d'accompagner les jeunes du Québec qui ont entre 18 et 35 ans dans des projets autant personnels que professionnels. On les accompagne dans leur mobilité, c'est-à-dire qu'on les aide à financer tout simplement leur voyage. On dit professionnel et personnel. Dans mon cas, je m'occupe plus des jeunes qui sont des entrepreneurs. Donc c'est vraiment du développement professionnel. L'exemple concret, le professionnel qui veut faire une mission, qui a son entreprise et qui veut développer une mission commerciale. Donc on va l'aider à financer son voyage et à le réaliser. Je suis là plus particulièrement aujourd'hui pour vous parler d'une nouvelle initiative qu'on a, qui est l'initiative en créativité entrepreneuriale en francophonie, qui a été annoncée par notre Premier ministre François Legault lors du sommet de la francophonie à Erevan. Cette initiative est un petit peu nouvelle pour nous. Elle nous permet de financer les jeunes Québécois qui iront, Québécois et Québécoises, on est sur l'entrepreneuriat féminin, n'oublions pas,
On permet de financer leur séjour dans des structures d'incubateurs et accélérateurs dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, dans des pays francophones membres de l'OIF. Donc, au lieu d'avoir des petits projets ponctuels de développement d'affaires, là, on va soutenir d'entrepreneurs qui vont aller incuber entre 2 à 15 semaines leur entreprise, leur projet d'entreprise. On va permettre de financer leur mobilité, mais également leur donner un per diem qui leur permet de se concentrer uniquement sur le projet plutôt qu'avoir à travailler à côté, chercher, comme on dit au Québec, une petite job pour se payer pour payer à côté ses factures. On parlait d'accès au financement sans est un, par exemple. Et cette initiative s'inscrit dans un cadre francophone. Donc elle a un effet miroir, ce qui est nouveau pour Logique, mais qui est intéressant surtout pour nous dans la salle. Cette nouvelle initiative nous permet d'accueillir des jeunes entrepreneurs francophones au Québec. Donc, exemple classique, une jeune entrepreneur malienne qui voudrait faire un séjour d'incubation ou d'accélération au Québec, qui a été acceptée dans une structure incubatrice, peut soumettre un dossier pour qu'on finance son déplacement et son séjour chez nous au Québec. Le but de ce projet, et on en parlait tout à l'heure, c'est un point je pense qui est très important en francophonie, ce n'est pas de faire pour nous de la rétention de cerveau et de talent, pas du tout. C'est une initiative qui est vraiment dans une synergie francophone. La personne qui va venir se former chez nous va finir par repartir dans son pays, rapporter ses compétences, former à son tour, embaucher. Et ça va créer encore et toujours plus de liens en francophonie. Je pense que c'est ce qui est le plus important actuellement. Madame parlait de la synergie, je pense qu'effectivement c'est un mot à retenir, surtout dans des échanges en francophonie. Le fonctionnement de l'initiative est très simple. Je ne mentirai pas, je ne peux pas vous financer un chèque énorme et vous faire venir 6 mois de formation. J'aimerais, mais je suis plus limité à ce niveau-là. Ce qu'on finance, c'est une partie du billet d'avion et donc le per diem sur place. Ça, c'est ce qu'on donne aux jeunes Québécois qui vont dans d'autres pays. On parlait de défis et d'enjeux. On s'est rendu compte qu'un enjeu pour les jeunes qu'on appelle de la francophonie du Sud, donc au sens de la fraction Nord-Sud, ont beaucoup plus de difficultés pour venir faire des séjours chez nous. On a pris ça en compte pour moduler l'offre pour qu'elle soit plus profitable dans ce sens-là. Donc les jeunes qui viennent du Sud pour venir au Québec, on prend en fait la totalité de leur billet d'avion. Alors je vous rassure, on prend un classe économique, on ne va pas vous donner un accès sur une business class, mais on vous prend un billet d'avion à 100%. On vous donne également une allocation supplémentaire qui est modulable au cas par cas si vous devez vous déplacer pour des frais de visa. Une chose qu'on s'est rendu compte, pour certains, pour demander un visa, il faut carrément demander dans un pays qui est soit limitrophe, soit 1 ou 2 frontières plus loin. C'est un voyage dans un voyage, on essaie de le prendre en compte. Il vous faut vous déplacer, donc on vous donne comme un $100 pour les frais de visa. Si vous n'avez pas le visa, tant pis, ce qu'on vous fait, c'est la démarche d'avoir le visa. Je ne vous mettrai pas un PowerPoint parce qu'on a des conditions, je vous invite à me contacter, qu'on peut en parler, je pourrais décrire toutes les opportunités, mais Logique sert à ça, c'est un outil qui vous aide à enclencher votre projet de mobilité. La première étape pour vous, elle est autonome, c'est d'être accepté en incubateur accélérateur. Quand vous avez cette lettre d'acceptation, on peut commencer ensemble à étudier un dossier. Pour ceux qui sont intéressés, je vous recommande de faire cette démarche sur le long terme parce qu'il faut bien se renseigner et surtout on a évoqué la problématique des visas, demander d'avance et toujours des petits délais d'obtention. Sur les défis pour vous, c'est ça, c'est un petit peu de trouver ce qui vous intéresserait comme incubateur accélérateur au Québec. On en a plein, on a beaucoup de représentants du Québec dans la salle, donc je pense qu'il y a beaucoup moyen d'avoir des informations aujourd'hui. Les défis pour nous, pour être honnête, c'est qu'on a cette initiative, mais elle est assez méconnue. Et on dispose de candidats, ça commence à rentrer, mais j'en ai pas encore assez. Donc ce qu'on recherche beaucoup, c'est à communiquer cette initiative, former des partenariats, encore une fois en synergie. Je discutais avec M. Couper de l'AUF, on parlait d'incubateur, accélérateur, on travaille avec la délégation Wallonie-Bruxelles et à Rabat, le bureau du Québec à Rabat. Le but est pour nous de vraiment créer un réseau de partenaires sur lesquels on peut s'appuyer, mais sur lesquels les jeunes entrepreneurs aussi peuvent s'appuyer. Et enfin, j'aimerais conclure sur une phrase. On nous dit souvent que la jeunesse c'est demain, que la jeunesse c'est le futur. Nous, chez Logique, on dit que la jeunesse c'est maintenant. C'est pas demain, c'est maintenant que la jeunesse elle agit. Et que c'est une population qui nous a prouvé qu'elle pouvait vraiment relever les défis, notamment ce demain, c'est la jeunesse. Et notamment les jeunes femmes entrepreneurs qui, on voit grandir dans les chiffres de plus en plus, prennent de la place. Et on est prêt, on est là pour vous supporter, vous aider. Et je préfère ne pas en dire plus et laisser peut-être la place à des questions si vous avez l'occasion d'aller au cours du panel ou après. Je serai là pour les 3 prochains jours, donc s'il y a des questions, cela va me faire plaisir. Merci à toutes, merci à tous. Merci.
Merci infiniment. Surtout, je crois que les jeunes ont bien retenu cette belle initiative de votre gouvernement, de la province du Québec, appuyer ces échanges avec les jeunes. Juste deux petites observations. Le visa, c'est un grave problème. Donc, aider les jeunes à avoir le visa, parce que l'année dernière, et je crois que je peux, avec votre autorisation, n'est-ce pas, mentionner le cas de Forum Afrique Expansion, où nous attendions des officiels des États africains qui n'ont pas pu avoir le visa pour participer. Donc ça a entraîné un trou financier aux organisateurs très important. Donc ça, c'est un problème très important. Deuxièmement, si vous permettez, voilà, j'espère que vous n'allez pas inviter les jeunes pendant l'hiver à moins 30 degrés. Parce que les 100 $ que vous allez leur donner pour le visa ne suffiront pas pour acheter des chaussures et des habits pour se tenir au chaud. Hein. Donc, notez ça. Il fait très froid, n'est-ce pas, au Québec, hein, pendant l'hiver, n'est-ce pas, hein. Merci. Ça, très rapidement, pour ce qui est des visas, donc on n'a pas de compétences au niveau provincial, mais on donne une lettre de soutien lorsque les demandeurs vont demander leur visa auprès des ambassades. Donc on fournit une lettre d'acceptation qui décrit le projet auquel ils participent, on fournit un itinéraire de vol, également les dates avec les prestations d'hébergement qui sont en charge par l'hôtel. Donc on essaye de maximiser les chances d'obtention des visas, notamment aussi en conseillant la procédure, parce qu'elle est, pour nous on sait comment demander les visas, mais parfois je ne sais pas, donc on essaye de au maximum aiguiller, d'outiller les jeunes dans cette démarche. Et pour ce qui est de l'hiver, effectivement, ça prend un petit budget bottes et manteaux, mais on a mis en place au travail, on a fait de petites collectes auprès de tous nos collègues pour avoir, on a des petits manteaux de secours, on les échange entre participants en grande période de froid, on fait la petite collecte de l'eau. Merci infiniment. Je voudrais demander l'indulgence de la salle, parce qu'on nous dit qu'il faut qu'on arrête. On a dépassé largement le temps qui nous est imparti, mais je crois que la richesse des interventions que nous avons enregistrées nous ont permis d'être édifiés individuellement. Ce que je suggère, c'est que nous sommes à votre disposition. On peut se voir après en tête-à-tête pour parler un peu des préoccupations personnelles que vous auriez éventuellement. Donc merci mille fois pour votre attention. Merci à tous les panélistes. Donc je vous invite à les applaudir chaleureusement pour